Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission en direct, une émission spéciale consacrée à la visite du pape, mais pas seulement. On va voir ce soir que cette visite du pape Léon XIV en Algérie, plus que quelques heures, donc comme je le disais, seulement nous sépare de cette visite historique en terre algérienne d'un souverain pontife augustinien, une sorte de visite qui s'apparente à un pèlerinage sur les traces d'un saint qui est né, qui a vécu et qui est mort en terre algérienne. Le monde entier aura donc demain les yeux rivés sur l'Algérie, mais tous les yeux et les regards ne seront pas, hélas, bienveillants, et cela a d'ores et déjà commencé. Si certains médias saluent cette visite et louent la visite du pape en Algérie, d'autres en revanche y ont trouvé l'occasion de toute faite pour lâcher leur campagne de dénigrement contre l'Algérie, n'hésitant pas à critiquer le Saint-Siège et le pape dans son choix de l'Algérie. Bien sûr, vous l'aurez deviné, on parle des médias français qui n'hésitent pas à faire dans l'Algérien bashing, même dans un contexte de visite papale en Algérie. L'on ne sait pas ce qui dérange le plus ces médias. Est-ce la visite du pape en Algérie? Est-ce les décisions du pape? Ou juste le fait que le pape ait accepté l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune? Aurait-il fallu peut-être qu'il la décline pour que leur haine soit apaisée et leur sang ou leur feu soit refroidi? Mais la France, en proie à la haine de l'extrême droite, ignore probablement qu'elle n'a pas ou qu'elle n'est pas habilitée à donner des ordres, encore moins des directives, à deux États souverains. De plus, c'est l'Algérie qui a arraché sa liberté auprès du sang et le Vatican. Retour ce soir sur les failles d'une presse française à perte de vitesse et à la solde de l'extrême droite et de la droite. Tout de suite, le débat qui promet d'être très intéressant. Alors pour en parler ce soir, nous avons comme à l'accoutumée avec nous Badis Nissa, expert en questions internationales. Badis, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Et bien sûr, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Omar Belhouchet, directeur de publication au quotidien Al-Watan. Omar Belhouchet, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, nous rejoindrons tout à l'heure nos invités pour l'émission de ce soir. Alors finalement, pour commencer, Badis Nissa, le pape, c'est plus que quelques heures, hein, c'est demain. Tout le monde attend avec impatience cette visite, d'abord pour son importance, pour sa portée symbolique pour l'Algérie. Que faut-il dire d'abord de cette visite aujourd'hui historique du pape Léon XIV en Algérie? C'est une visite effectivement un jalon diplomatique historique. Je rappelle que c'est la première visite du pape, notamment en Algérie, sachant dans un pays musulman, sachant que les deux précédents, à savoir la Turquie et le Liban, aient été l'héritage de son successeur, prédécesseur, pardon. Donc vous avez aujourd'hui un pape qui place toute sa confiance dans cette Algérie, qui incarne la centralité diplomatique, qui incarne la centralité morale, qui incarne la légitimité, la crédibilité, le dialogue universel, le vivre ensemble, la coexistence. Et c'est ce qui fait grincer des dents aujourd'hui, puisque l'on en parlera tout à l'heure, en toile de fond, cela gêne, cela dérange au point où on est arrivé carrément aux extrêmes. On pourra en parler par rapport à certaines postures de certains médias français connus et reconnus pour justement leur animosité, leur hostilité envers l'Algérie. Mais encore une fois, c'est une Algérie qui est debout, une Algérie qui est sûre d'elle, avec assurance, avec détermination, avec engagement, avec une vision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, avec une diplomatie cohérente, constante, avec des principes, des valeurs que, on le veuille ou non, aujourd'hui on partage avec des puissances qu'on partage en l'occurrence demain avec le Saint-Siège. Omar Belhouchet, alors comment faut-il voir le fait qu'aujourd'hui cette visite historique pour les Algériens, mais pour le monde entier, le monde de la chrétienté, tout le monde a les yeux rivés sur l'Algérie, tout le monde attend de voir donc le pape en Algérie, dans cette terre qui est donc musulmane à 90%, pour ne pas dire que l'islam est une religion d'État, mais que le message demain de paix passera par le pape vers ce monde chrétien et non pas par une terre chrétienne. Ceci d'une part, et puis surtout, comment on peut interpréter aujourd'hui le fait que cette visite du pape dérange autant quelque part certaines parties? Je crois ça a été dit par mon ami. C'est une visite historique. C'est la première fois, effectivement, c'est bien de le rappeler, que
un pape visite un peu notre pays. Les Algériens l'attendent avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On en parle énormément dans la société algérienne, dans la presse. Le pape se considère comme le fils de Saint-Augustin. D'ailleurs, c'est la manchette d'El Watan de demain. Je suis le fils de Saint-Augustin. Saint-Augustin est un Algérien. Saint-Augustin est un religieux qui a marqué l'Église, qui a marqué la chrétienté. Et ce voyage va permettre à ce pape de renouer avec la pensée de Saint-Augustin et permettre aussi à l'Algérie d'avoir une grande visibilité au niveau international. Le choix de notre pays n'est pas fortuit. Ça dérange effectivement, oui. Ça dérange beaucoup de personnes, notamment en France. La droite, ce qu'on appelle la droite radicale, l'extrême droite, hein, oui, qui manifeste depuis quelques semaines une certaine gêne. Il y a du dépit, de l'amertume en constatant que le pape sera à Alger pour 2 jours. Il ira à Annaba, on va en parler tout à l'heure certainement, et qui sera bien accueilli par les Algériens et ça permettra également d'avoir au niveau international une Algérie qui de plus en plus accueille beaucoup d'étrangers. Beaucoup de personnalités étaient à Alger ces dernières semaines. La visite du pape demain sera suivie mondialement, pas uniquement en Europe, mais au niveau mondial. C'est-à-dire tout le monde chrétien, y compris l'Amérique latine, y compris l'Amérique, y compris donc le Moyen-Orient. C'est vrai que cette visite est très importante en soi, parce que finalement elle délivre plus d'un message, pas qu'un seul, pas qu'un message d'amour, pas qu'un message d'entente, mais dans un monde que nous traversons dans une géopolitique très tendue en ce moment, où le message de la haine prend place petit à petit et avec force quelque part, avec ce qu'on voit également comme discours et narratif de haine et de violence et de racisme. Peut-être que cette visite tombe à pic, comme on l'a dit par le passé, pour essayer un petit peu de recadrer les choses, Badis Renissa. Recadrer, oui, effectivement. Après, on vit dans un monde fracturé, dans un monde d'incertitude géopolitique, géosécuritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, le choix de l'Algérie aussi se porte par le fait qu'elle est ce levier, ce relais de transmission, cette courroie de transmission, si vous voulez, diplomatiquement parlant. Puisqu'elle est la porte de l'Afrique, elle est aussi la porte d'une civilisation profonde, ça a été dit effectivement, Saint-Augustin, mais pas que, la Numidie, enfin, toutes ces civilisations, notamment, qui ont forgé l'identité algérienne, cette identité multiculturelle, qui fait aujourd'hui sa richesse, mais aussi sa rampe de lancement, notamment dans le concert des grandes nations. Donc, c'est aussi ce travail de fond qui a été mené, l'ADN elle-même de cette politique, notamment étrangère du pays de l'Algérie, qui tire son essence, évidemment, de sa révolution glorieuse, mais pas que, aussi la déclaration de novembre. Donc on voit bien qu'il y a un agrégat de plusieurs facteurs qui convergent tous aujourd'hui vers une vision commune avec notamment le pape, avec le Vatican, avec le Saint-Siège, avec les grandes puissances. Faut-il rappeler le ballet diplomatique, notamment que connaît l'Algérie depuis des semaines et des mois, incessant, ce qui prouve effectivement qu'aujourd'hui, quand je parle de centralité, je peux évoquer le centre de gravité même de la décision politique, puisque l'Algérie, non seulement elle est écoutée, elle est consultée, ses conseils sont avisés, sont précieux. Et aujourd'hui, je pense cette illustration, notamment de cette visite, encore une fois, qui dérange, et encore une fois, qui va se faire malgré tout, heureusement, marque cette mutation, notamment d'un monde géopolitique avec des plaques tectoniques qui bougent constamment, mais qui, encore une fois, cherchent des alliances stratégiques, des alliances forgé aussi sur, encore une fois, je parle la morale, parce qu'aujourd'hui, on a des dénominateurs communs entre le Vatican et l'Algérie qui sont fondamentaux, qui convergent sur le principal, sur les principes, notamment les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, sur l'humanité, sur l'humanisme, sur l'intérêt commun, sur les perspectives d'avenir, y compris sur l'écologie, sur l'environnement. On voit bien que l'Algérie, aujourd'hui, a une attractivité inégalée, et elle est jalousée pour ça.
Oui, une attractivité certaine, de plus en plus certaine, parce qu'on le voit, que ce soit sur le plan économique, que ce soit par exemple sur le plan des échanges commerciaux, que ce soit même sur le plan de la fiabilité en tant que partenaire économique, l'Algérie est en train de démontrer que c'est un pays sur lequel on peut compter de part et d'autre. Et on l'a vu par exemple quand il y avait le monde qui traversait déjà une crise durant le corona, après le corona, lorsqu'il y avait aussi la crise par rapport en Europe, par rapport au gaz. À chaque fois, l'Algérie répondait présente et était toujours là pour montrer et démontrer à ses partenaires que, effectivement, elle est un partenaire fiable. Mais finalement, ce qui nous intéresse le plus, Omar Belhouchet, c'est que cette visite, elle est en Algérie. Le pape vient en Algérie, il ne vient pas en France. Donc c'est une affaire algérienne. C'est entre deux États souverains, qui est donc le Vatican, le Saint-Siège, et l'Algérie. On peut considérer le Vatican comme étant un État, et on peut considérer le pape comme étant un chef d'État également. Alors on irait se demander, mais qu'est-ce que vient faire la France là-dedans? Il faut prendre conscience que ce qu'on appelle la droite radicale en France et l'extrême droite, ce sont des entités politiques qui n'ont pas, jusqu'à l'heure, admis que notre pays soit indépendant. Merci beaucoup, Omar Belhouchet, de l'avoir rappelé. Benjamin Stora a défini un peu le comportement de ces militants, ces cadres politiques de cette mouvance comme étant les petits-fils de l'OAS. Et quotidiennement, ils démontrent qu'ils ont une haine pour ce pays viscérale. On le voit dans leur comportement avec les Algériens, les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, les Africains, les Subsahariens, etc. Leur comportement au quotidien en France, on le voit avec notre pays. Régulièrement, il y a des insanités qui sont dites, il y a du n'importe quoi, etc. C'est viscéral chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas admis que ce pays soit indépendant. Ils n'ont pas admis que la guerre de libération s'est terminée par une victoire de l'ALN et du FLN et qu'ils ont été chassés de ce pays. D'ailleurs, dans un certain nombre de reportages, vous l'avez certainement remarqué, oui, il y a des anciens pieds noirs qui disent c'est notre pays. Notre amertume, oui. Absolument, c'est notre pays, on a été chassés, etc. Mais ça reste notre pays. Donc, oui. Et aujourd'hui, ça se matérialise au niveau de la presse par un comportement qui est totalement... qui n'est pas du tout professionnel. C'est oui, un comportement totalement idéologique, un comportement de haine, de racisme, un discours. Et aggravé par le fait qu'aujourd'hui, sur le plan économique, l'Algérie a pris depuis quelques années un certain nombre d'initiatives. Il y a une politique économique qui permet à l'Algérie de retrouver l'élan, un élan industriel sur le plan agricole, etc. Et les intérêts français aujourd'hui sont en perte de vitesse de manière tout à fait objective. Oui. Notre pays fait jouer la concurrence internationale. Vous avez des entreprises chinoises, italiennes, espagnoles, portugaises, turques, etc. qui travaillent dans de bonnes conditions chez nous. Et les entreprises françaises perdent du terrain parce qu'il y a dans ce pays, la France, un regard encore... de type colonialiste et qui n'est pas admis par les Algériens. Oui, c'est vrai, vous touchez à des points très sensibles, Omar Belhouchet, à partir du moment où je crois que franchement, la couleuvre n'a pas été vraiment avalée de ce qu'on appellerait cette France coloniale avec tout son traîneau. Badisr Nissa, alors on va un petit peu mettre le doigt dans ce qui fait mal aujourd'hui. La presse française, contrairement à la presse internationale qui a loué cette visite, il y a des manchettes aussi de quotidiens qui vraiment y voient du bien dans cette visite papale, mais la France le voit encore et toujours autrement, comme par exemple certains titres de presse, comme par exemple l'Express, le Figaro, le Magazine, on sait très bien pour qui ils sont partis. Ils sont gérés, à quoi ils sont affiliés. Qu'est-ce qu'on reproche finalement, ou quelle est la critique qui se pose à cette visite papale en Algérie? Est-ce que c'est le fait que
pour eux, ça donne à l'Algérie, ou ça place l'Algérie, si vous voulez, dans une position privilégiée, parce qu'on sait très bien que tout le monde demain aura les regards rivés sur l'Algérie, ou est-ce que, parce que finalement, on met en avant un pays comme l'Algérie, qui déjà, lui, par sa politique, est en train de se mettre en avant, donc on lui envie son lustre, c'est ça? C'est beaucoup plus profond que ça, je dirais. C'est qu'il y a deux aspects. Un aspect d'abord purement factuel sur la visite, question de timing. Ensuite, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire ce qui dérange aujourd'hui, en vérité. Oui. C'est cette Algérie souveraine, cette Algérie audacieuse, cette Algérie victorieuse, cette Algérie qui avance sans regarder ni à gauche ni à droite, avec une vision, avec des perspectives, avec un projet, un grand projet, et qui fait aussi, je dirais, la force notamment de la région, la force positive bien sûr, puisqu'elle est toujours dans cette force de proposition, que ce soit des solutions pacifiques pour des conflits latents, que ce soit le co-développement ou la consolidation de la souveraineté de l'Afrique, que ce soit également les discussions et les dialogues avec les grandes puissances, notamment sur la question de la lutte antiterroriste, sur la question de comment être au service de l'intérêt commun, et quand je dis l'intérêt commun, pas que continental, international. Oui. Donc c'est cette Algérie qui avance qui dérange aujourd'hui. Et qui plus est, une Algérie qui prend ses décisions affranchies de tout diktat. Ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, à juste titre. Ce que ne digèrent pas aujourd'hui ces descendants de l'OAS, ces algérophobes néocolonialistes, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons ce prisme de regard qui continue encore à garder une espèce de volonté d'accaparement, de volonté de mainmise, de maîtrise, de contrôle. Ça vous rappelle rien? C'est exactement les réflexes néocoloniaux. À savoir, on pense encore que l'Algérie est un département français. Pas du tout. L'Algérie de 1962 n'existe plus. C'est l'Algérie aujourd'hui victorieuse. L'Algérie qui est portée par ses institutions légitimes, qui est portée par son président, qui est portée par son peuple, sa société civile forte, en synergie, en collectivité, pour, encore une fois, porter la voix de l'Algérie à l'international. Et puis, bien évidemment, il y a l'aspect de la visite elle-même. Effectivement, là où je vous rejoins, c'est un peu j'ai envie de dire, la victoire de trop pour eux. Donc aujourd'hui, et ça a été exprimé, et d'ailleurs, on peut s'attarder psychologiquement et sociologiquement sur cette attitude qui est finalement le miroir de l'échec des Français. Quand on voit l'Express qui s'acharne, je dis bien qui s'acharne, non pas sur l'Algérie, mais à travers le Saint-Siège. Vous savez, quand on n'arrive pas à annuler un événement, un grand événement comme celui-là, on essaye de le salir. Et c'est ce qu'a essayé de faire, par exemple, le magazine L'Express. Vous voyez la une, qui est très éloquente et en même temps très flagrante et très choquante, puisqu'il s'attaque au Saint-Siège en essayant de décrédibiliser le Saint-Siège pour délégitimer la visite en Algérie. Vous imaginez, c'est trop fort. Le pouvoir caché du Vatican. Donc il y a cela, et puis il y a aussi une volonté de ternir pour ne pas cautionner cette visite. Alors que cette visite, d'abord, elle est souveraine aussi de la part du Vatican. Elle est souveraine parce qu'elle porte un message fort. Mais au moment où le monde entier, la planète, parle de langage universel, de dialogue, d'apaisement, de réflexion commune collective pour l'humain, qu'est-ce que font les médias français? Qu'est-ce que font les médias français comme l'Express ou autres? Eux, au contraire, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils attisent les braises. Ils essayent justement non pas que les relations bilatérales, on n'est plus dans cette dimension. On est dans une dimension dans laquelle on veut ternir le Saint-Siège qui représente plus d'1,8 milliard de personnes, là, de croyants. C'est plus grave. Hein. C'est très grave. Là, c'est plus grave. Mais tout cela, vous imaginez, c'est parce que l'Algérie, en filigrane, est la cible principale. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Voilà. De quoi ils sont capables. C'est pour ça que je parle de psychologie et de sociologie. Ça nous démontre d'abord que c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une projection dans l'autre de ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'arrivera pas à atteindre, notamment ce que fait l'Algérie aujourd'hui. Et ces échecs, on pourra en parler par la suite, que ce soit les échecs politiques sur la scène politique, puisqu'on parle de crise sans précédent, aiguë, caractérisée, puis latente, puis aussi l'aspect relations bilatérales. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette France est prise d'otage par un État profond. Elle est prise d'otage par une extrême droite. Elle est prise d'otage par une droite extrême. Elle est prise d'otage finalement par quoi? Par une faillite politique.
Justement, Amar Belhouchet, parce que là, on est en train de voir quand même des magazines qui donc titrent ce genre de titres. Nous, en tant qu'Algériens ici, on s'est habitué quelque part à cet Algérien bashing de la part de l'extrême droite et de la droite française, dans leurs médias et dans leurs émissions et leurs plateaux de télévision. On va dire que s'être habitué, mais on s'en accommode pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'est accommodé, parce que finalement, l'Algérie a quand même une diplomatie, une politique qui va au-delà ou complètement à l'inverse de cette politique entreprise par cette extrême droite. Mais qu'aujourd'hui, parce que le pape vient en Algérie, on se retrouve avec des titres de cette envergure. Je veux dire qu'on peut dire que là, on est allé trop loin. Quand on parle, parce que là, on parle finalement de coulisses, on parle de manipulation. Est-ce que le Vatican se fait manipuler, le pape se fait manipuler pour qu'il puisse dire oui, j'accepte de venir en Algérie? On en est arrivé à ça finalement? Le pape est un homme qui a, permettez-moi un peu de revenir un peu sur sa vie, est un homme qui a vécu une dizaine d'années au Pérou, parmi les pauvres. C'est un homme qui est extrêmement influencé par Saint-Augustin l'Algérien. Saint-Augustin est un homme qui est un prêtre qui a développer un certain nombre d'idées sur sur le christianisme, sur la réforme de cette religion, etc. C'est un homme qui a voulu allier la foi et la raison. Et aujourd'hui, le pape est un homme qui bouscule l'Occident. Il est contre les guerres. Dernièrement, il a envoyé un message qui a ébranlé la Maison Blanche. Oui. Il a vous pouvez le rappeler, un message qui pratiquement était contre l'agression israélienne et américaine contre l'Iran. Et il vient dans un pays qui a été pendant de longues années, et continue à l'être, qui a été la Mecque des révolutionnaires dans les années 70, qui développe une diplomatie au profit essentiellement du Sud global. Il y a donc une sorte de confluence entre la diplomatie du Vatican, du pape aujourd'hui, et la démarche diplomatique de notre pays. Oui. C'est cette convergence qui, me semble-t-il, gêne énormément un certain nombre de milieux de droite en France, et notamment la presse française qui est d'extrême droite. Voilà. Donc c'est une visite qui gêne à tout point de vue, parce qu'elle permet à l'Algérie de recevoir un chef d'État honorable, mais en même temps, elle permet à notre pays et au pape d'approfondir un peu cette quête vers un Sud global beaucoup plus fort, avec des revendications beaucoup mieux portées. Et de poser aussi la question, ou plutôt de passer le message que chrétienté, islam, ça peut vraiment vivre ensemble. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est tout simplement le discours de certains politiques qui est haineux et qui attise justement les haines et les divisions entre les populations. Je vous propose, monsieur, donc, de faire une courte pause et on revient au débat. Alors voilà, donc juste une petite pause, le temps peut-être d'accueillir avec nous sur le plateau Ekli Mellouli, sénateur français. Ekli, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Merci, c'est le plaisir est pour nous. Et bien sûr, Sabrina Sebaihi, députée française. Sabrina Sebaihi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je ne sais pas pourquoi je dis bonjour, hein, je ne sais pas. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi bonjour alors qu'il est l'heure. Déjà, c'est parce que comme on devait partir le jour et qu'on est arrivé en retard, donc je vous ai placé dans un contexte très très particulier. Vous sur Air France, Voilà, alors... Qui s'adapte bien d'ailleurs aux conditions algériennes. Donc, Ekli Mellouli, puisqu'on commence avec vous, donc on était en train de discuter
discuter quand même du fait qu'aujourd'hui, cette visite historique que tout le monde attend, que tous les Algériens, mais pas que, parce que le monde entier finalement attend cette visite papale qui va le mener vers plusieurs pays africains. Il s'agit d'une tournée, mais nous serons les premiers à l'accueillir sur terre africaine et sur terre algérienne. Et on disait que c'est vrai que l'information ou l'annonce a été accueillie par beaucoup de médias internationaux avec beaucoup de plaisir. Ils y ont vu quand même un message d'amour et de paix. Hélas, en France, comme d'habitude, certains médias n'ont pas tout à fait apprécié cette visite, pour ne pas dire qu'ils ont carrément dénigré cette visite et le Saint-Siège. Alors, que faut-il penser de ce comportement médiatique français aujourd'hui, Aklim El-Louli? Écoutez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, ils ont un récit tout fait, où l'Algérie est une cible stigmatisée, pays intolérant, pays ceci, vous connaissez tous les clichés, vous les avez, vous en débattez tous les jours pratiquement. Et donc, aujourd'hui, la visite du pape, le fait que le pape vienne, puisqu'ils ont même sorti des fake news, mais ma collègue en parlera en disant que les églises étaient fermées en Algérie. D'ailleurs, vous vous souvenez de la polémique sur les bûches de Noël. En fait, il y a tout un peu ceux qui défendent les chrétiens d'Orient, qui montent au créneau, les plus extrémistes, pour essayer de stigmatiser l'Algérie. Mais ce sont les mêmes qui ne disent rien quand les chrétiens en Palestine, à Jérusalem, Est, où les Liban, sont agressés, etc. Là, c'est silence radio. On défend les chrétiens que quand il s'agit de l'Algérie ou de certains endroits ciblés. Parce que ça participe d'un récit national. Et ces médias ne sont pas au service de la France. Ils sont au service d'intérêts particuliers, d'intérêts privilégiés. Et donc, la visite du pape est en train de casser ce récit. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et moi, je salue. Nous, on a été invités, ma collègue et moi, d'ailleurs, on remercie les autorités algériennes et le président de nous avoir invités, parce que c'est un honneur qu'ils nous ont fait de nous recevoir, parce que malgré les tensions qu'il y a, on voit bien que l'Algérie n'est pas l'ennemi de la France ou des élus français. Ils sont effectivement comment dirais-je, en opposition avec ceux qui prônent la haine, qui veulent diviser et qui insultent en permanence. Donc, vous voyez, en fait, cette visite du pape, et c'est vrai, elle casse ce récit. Et donc, c'est normal que ça va attiser les haines. Et vous savez, en France, il y a tous les nostalgiques de l'OAS et de l'Algérie française qui sont porteurs de ces valeurs, qui les mettent tous les jours sur le tapis, et il ne se passe pas une journée sans qu'on en parle. Et c'est vrai que la visite du pape vient un peu contredire leur récit, mettre à mal leur récit, et j'espère que ce sera une réussite. Et je sais que les Algériens, parce que j'ai des origines, et ça, moi, je l'ai jamais caché, et que j'assume, c'est des gens accueillants, et j'espère que demain et après-demain, et sur cette visite du pape, montreront au monde entier quel pays ils sont et quelle qualité d'accueil ils ont. Oui, très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur certains titres, parce que tout à l'heure, on parlait avec Badis Nissa et Omar Belouchet de l'Express, qui parlait du Vatican, parce qu'on s'attaquait finalement, on est en train de s'attaquer carrément au Saint-Siège. Mais il y a également ce titre du Figaro, malaise chez les chrétiens, coup médiatique pour Abdelmajid Tebboune. Et alors, combien même ça serait un coup médiatique? En quoi ça les dérangerait? On va le dire comme ça, de manière très, très commune. Mais pourquoi malaise chez les chrétiens, Sebaïri? En quoi les chrétiens d'Algérie seraient dans un malaise? On se pose la question, est-ce qu'ils connaissent nos chrétiens ou est-ce qu'ils les connaissent mieux que nous? Je crois qu'il faut poser la question au Figaro pour leur demander en quoi c'est un malaise pour les chrétiens. Non, moi ce que je trouve, peut-être ce qui est dérangeant pour eux, je rejoins tout à fait mon collègue, c'est d'abord cette visite qui commence par l'Algérie. Je pense que c'est un très beau symbole. Vous savez, nous on a été, plusieurs fois on a dit, l'axe Paris-Alger, c'est celui qui construit l'ouverture sur l'Afrique. Et ça vient de le démontrer en fait, puisque la visite du pape commence par l'Algérie, c'est un très beau symbole, il va poursuivre sa route. Et je crois surtout que cette visite, elle s'inscrit dans plusieurs visites diplomatiques, parce qu'on parle de la visite du pape, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu la Mélanie il y a quelques semaines. Et en réalité, ce que ça montre surtout, c'est que beaucoup d'États viennent en visite en Algérie. Et ça fonctionne. Donc effectivement, le récit de l'Algérie, un pays isolé à qui personne ne parle, finalement, ce récit n'existe plus. En tout cas, il est cassé par toutes ces visites diplomatiques qui arrivent. Et c'est vrai que moi, j'ai réagi tout à l'heure parce qu'il y a eu un article qui disait le pape va en Algérie alors que les églises sont fermées. Et moi, je me suis permise de répondre en disant moi, je suis surprise parce qu'il y a quelques semaines, j'étais à Notre-Dame d'Afrique, c'était ouvert. J'ai rencontré des gens très accueillants, j'ai eu l'occasion de discuter avec des chrétiens justement, et en plus j'ai eu l'honneur de rencontrer le cardinal de Vesco, avec qui j'ai échangé notamment sur son amitié et l'amour qu'il porte admirable et remarquable à l'Algérie. Et donc en réalité, je crois que c'est ça qui dérange. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est le malaise qui existe aujourd'hui dans la communauté catholique et chez les chrétiens.
il n'est pas ici. Il faut plutôt aller du côté du Proche et du Moyen-Orient, où effectivement les chrétiens d'Orient sont persécutés. On l'a vu encore dans des images avec des catholiques, des chrétiens qui n'ont pas le droit d'entrer dans leurs églises et d'aller même fêter Pâques, encore il y a quelques jours. Et je crois que c'est de cela dont on devrait s'inquiéter. Et si vraiment il y avait une inquiétude vis-à-vis des chrétiens, eh bien, je les invite à prendre conscience de ce qui se passe au Liban et en Palestine, notamment à Jérusalem-Est, et à se préoccuper de la situation. Nous, on l'a dit, il y a un génocide qui est en cours. Et pourtant, on a toute une partie des pays qui ferment les yeux aujourd'hui sur ce qui se passe là-bas. Oui, allez-y. À mon avis, il y a une faute de frappe sur le titre. Malaise chez les chrétiens, je pense qu'il y a un E en trop, c'est une faute de frappe, et je pense qu'il faut qu'ils révisent leur article. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils disent coup diplomatique pour Tebboune, c'est-à-dire que l'Algérie n'aurait pas le droit de faire de la diplomatie. Au contraire, quand l'Algérie fait de la diplomatie, il faut s'en féliciter, parce que le droit international, c'est de la diplomatie. Je préfère la diplomatie, le coup diplomatique que fait le président Tebboune, que ceux qui font la guerre et qui méprisent le droit international. Donc il faut quand même que les gens relativisent. Je crois qu'il faut relativiser, c'est Xavier Deriancourt qui a écrit l'article. Tout est dit. Non, mais, Bon, je crois que ça y est, exactement. Mais je crois que c'est une faute de frappe, je le redis, je le dis à nos téléspectateurs, il y a un E de trop chez les chrétiens. C'est en tous les cas mieux que des coups au cours qui sont donc orchestrés. Je voulais juste donc avec vous, mesdames et messieurs, voir avec nous Jean-Pierre Minard, qui donc est avocat essayiste français, qui est avec nous en direct, lui poser comme cette question. Est-ce que vous ne pensez pas justement, d'ailleurs j'avais préparé ma question comme ça pour ne pas faire non plus d'embrouille, et je vais quand même la lui dire. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que les médias français sont en proie à une haine qui ne s'explique pas? Je ne sais pas s'il est avec nous, Jean-Pierre Minard, et qui donc serait obsédé par cette idée que l'Algérie, je ne sais pas pourquoi, ne devrait pas avoir des relations, entretenir des relations et avoir des visites de deux chefs d'État, y compris celle du pape. Jean-Pierre Minard est avec nous? Très bien. Oui. Minard. Vous me dites top. Écoutez, je ne vois pas pourquoi de quoi se mêle l'extrême droite française. Le pape vient dans un pays où, d'abord, il y avait une église catholique qui était extrêmement importante, avec beaucoup de personnalités. Il est lui-même un augustinien, c'est-à-dire qu'il est, comme il le dit, un fils de Saint-Augustin. L'Algérie l'accueille, ce qui est très bien, et il va célébrer Saint-Augustin. En même temps, il va visiter, je veux dire, faire le tour de l'église d'Algérie. Je crois qu'il va bien sûr à Naba, il va à Constantine, il va bien sûr à Alger. Donc, il est libre, le pape. Enfin, c'est quand même pas au Vatican d'avoir à donner des comptes à l'extrême droite française. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de légitimité? Ça ne veut rien dire. Le peuple algérien a fait ses choix depuis longtemps, qui sont effectivement d'être un peuple indépendant, et quelles que soient par ailleurs les critiques qu'on puisse porter contre ce gouvernement est, qu'on le veuille ou non, légitime. Le peuple algérien est légitime pour accueillir le souverain pontife, et ce sera, je crois, une visite très importante que le pape fait en terre d'islam pour rendre un hommage à un grand saint de l'Église catholique, qui est algérien et qui est Saint-Augustin, l'Église catholique et même chrétienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Église catholique d'Algérie a une très grande histoire, une très belle histoire, avec une très forte personnalité, et la caractéristique de beaucoup de ces prélats, c'est-à-dire de ces archevêques, évêques, quelquefois tout simplement prêtres, a été d'être très sensible sur la question de la dignité du peuple algérien, sur la question du mépris dont il était parfois l'objet, et n'a jamais failli à sa mission, qu'elle a considérée comme étant sa mission évangélique, en rapport avec l'idéal qu'elle avait de Jésus-Christ, de soutenir, de protester contre la torture. Ce fut le cas notamment du cardinal Duval, archevêque d'Alger, mais aussi d'aller quelquefois plus loin, comme par exemple d'extraordinaire curé de Bab el-Oued qui allait devenir archevêque de Constantine, et qui furent tous des militants de la paix, des militants de l'indépendance. C'est ça l'histoire des grands dirigeants, je les appelle comme ça pour que tout le monde comprenne,
de l'Église catholique d'Algérie. Ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup d'être attaqué, critiqué et quelquefois même rappelé en France. Un prêtre comme Pierre Mamet, qui faisait des choses extraordinaires, Turc Constantine, a été obligé de revenir en France. Beaucoup de menaces, y compris des menaces de mort. L'Église catholique d'Algérie a été extraordinaire. Un grand archevêque comme Monseigneur Tessier, lorsque, après 62-63, disait aux Français « Ne partez pas tous, restez aussi en Algérie, aidez l'indépendance à réussir, n'abandonnez pas le peuple algérien ». Donc ils ont tenu des propos de fraternité exceptionnels. Très bien. C'est peut-être ça qui déplaît à l'extrême droite française. Selon vous, Jean-Pierre Mignard, ni de prier, ni le gouvernement algérien de l'accueillir. Très bien. Alors, selon vous, pourquoi cette visite du pape Léon XIV en Algérie casse les clichés, les stéréotypes sur l'Algérie, justement, longtemps véhiculés par certains partis en France? Oui, c'est peut-être ça qui dérange. C'est pourquoi cette visite dérange, puisqu'il est assez ahurissant d'ailleurs. Il faut dire qu'il y a eu pendant un an vraiment une cabale contre l'Algérie extrêmement pénible, menée d'ailleurs par un ancien ministre de l'Intérieur. L'actuel est un homme beaucoup plus correct dans ses relations avec son collègue. Mais enfin, le précédent, je ne veux même pas citer son nom, c'était insupportable, a créé véritablement un mauvais conflit. Et donc sur ce point, c'est vrai que la visite du pape et l'accueil qui va lui être fait gênent la polémique qui a été entretenue par l'extrême droite française, qui en réalité veut une rupture entre les relations entre la France et l'Algérie, et est prête, même lorsqu'elle occupe des postes ministériels, malheureusement ça lui arrive, à créer des incidents pour rendre impossible le maintien d'une coopération entre les deux pays. Alors ça, je crois que c'est ça la raison profonde de cette polémique, mais ça n'a aucune importance. La visite sera un très très grand succès, et puis Saint-Augustin, il veillera. Et puis, très bien, connaît bien parfait. Les autorités algériennes pour merci savoir beaucoup, que lorsqu'elles veulent accueillir, elles accueillent. Merci beaucoup Jean-Pierre Mignard. Je rappelle que vous êtes avocat et essayiste français. Alors mesdames et messieurs, on a à peu près compris où ça tournait, où gît vraiment le problème. Omar Belouchet, tout à l'heure on disait pourquoi ça dérange autant. On peut comprendre pourquoi ça dérange autant. Alors on va se dire autrement les choses. Si la France voulait vraiment entretenir des relations, je dirais, intéressantes avec l'Algérie, on voit qu'il y a beaucoup de pays européens qui ont compris qu'aujourd'hui, l'Algérie était un partenaire fiable et donc on peut très bien avoir des relations avec ce pays sur le plan économique et on était sûr en tous les cas d'avoir un dividende. La France a peut-être pas très bien utilisé, si vous voulez, ces paramètres et qu'elle est restée dans cet esprit de l'ancienne puissance coloniale qui peut-être ne veut pas voir en l'Algérie un partenaire d'égal à égal. C'est ça aussi qui finalement a complètement faussé les calculs. C'est peut-être aussi ça qui dérange, parce qu'on voudrait toujours voir l'Algérie d'en haut quelque part. Effectivement, il y a des milieux en France qui souhaitent que notre pays reste de précarer un peu la chasse gardée sur le plan économique, sur le plan diplomatique, etc. Puis, c'est des positions qui sont aujourd'hui balayées par l'histoire. Regardez un peu ce qui se passe en Afrique. Complètement désuet. La France est chassée du Mali, du Niger, d'un certain nombre de pays africains, etc. Oui. Parce que la politique française ne s'est pas remise en cause. Il y a cette volonté avec notre pays de dire, bon... l'Algérie, c'est notre marché, le business doit marcher sans problème. Bon, la réalité est autre aujourd'hui. L'Algérie cherche sur le plan économique, sur le plan diplomatique, à diversifier un peu ses politiques, sur le plan économique, organiser une compétition qui soit saine. Avec un certain nombre de pays, beaucoup de pays européens, asiatiques, etc. Il y a nécessité pour l'élite politique française de regarder notre pays différemment et admettre qu'il y a une souveraineté.
respecter la souveraineté de notre pays. Alors, votre réaction, Hakim El Louli? Déjà, je salue Jean-Pierre Mignard parce que ça montre effectivement, quand on me posait la question, est-ce que l'Algérie a des amis en France ou pas? Parce que la France, c'est pas uniforme quand même. On a des partis politiques. On parlait voilà. l'extrême droite et la droite. Mais avec effectivement, beaucoup plus de précision. Jean-Pierre, quand il le disait, en fait, le problème, c'est que les gens, on se rend compte d'une chose quand même. Il faut quand même le prendre en compte. C'est qu'en réalité, les Français, globalement, ne connaissent pas l'Algérie. Ils connaissent l'Algérie des livres coloniaux. Ils ont une image de l'Algérie qui est de l'Algérie coloniale, et ils ne connaissent pas. Ils connaissent mieux le Proche et le Moyen-Orient que les pays du Maghreb et d'Afrique du Nord. Ça, c'est le premier paradoxe qu'il faut quand même pointer. Parce que sinon, ils sauraient effectivement de l'histoire. Monseigneur Duval, Jean-Pierre en a parlé, qu'on a d'ailleurs surnommé, parce qu'il avait pris fait et cause, quand il a vu comment était traitée la population algérienne, ce qu'on appelait indigène à l'époque, il a pris fait et cause pour la population algérienne, et on l'a surnommé Mohamed Duval. C'est quand même le savoir, et je donne pas l'autre nom qui est encore plus dégradant pour lui. Et Monseigneur Tessier, qui lui aussi est enterré à Notre-Dame d'Afrique, à Alger, parce qu'il l'a souhaité. Et donc on voit bien que le récit ne tient pas quand on met des arguments en face. Leur seul argument, et votre chroniqueur l'a dit, c'est qu'en réalité, on a l'impression qu'il aurait fallu demander l'autorisation pour le pape vienne dans un pays qui est souverain. Donc, d'ailleurs, le président l'avait dit à un moment donné, je l'ai dit la dernière fois aussi, je l'ai redit, je vais le redire pour bien l'entendre. On peut avoir des désaccords avec l'Algérie. Moi, souvent, on nous dit, pour partager un pays, mais Akli, tu dis rien, tu critiques pas. Je dis, moi, je suis un ami, et quand on a un ami, on va pas faire des polémiques sur les plateaux télé, on va parler avec les gens pour faire avancer. Et qu'on ait des désaccords, c'est pas problème. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'on écrive l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. On va pas la changer. Maintenant, il faut la dire, l'histoire, pour qu'on puisse tourner la page. On parlait des essais nucléaires. Effectivement, la France n'a pas les moyens aujourd'hui de réparer, mais qu'elle reconnaisse déjà les faits et qu'elle dise nous n'avons pas moyen de le faire, mais si on peut vous aider, on le fera. C'est déjà une façon de tendre la main. Et en matière de diplomatie, ce qu'on est en train de faire avec le Vatican, dans un monde multilatéral, parce qu'à moins que la France ait renoncé à son multilatéralisme, c'est là où il y a un problème de doctrine en France aujourd'hui. Beaucoup plus grave que les relations qu'elle a avec l'Algérie, c'est la doctrine française qui est en train de sortir du multilatéralisme pour s'allier dans les impérialistes. Et d'ailleurs, le discours, quand on l'entend, que ce soit en Palestine, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, on voit bien qu'ils ont perdu la boussole. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, il faut intégrer ça, comprendre que l'Algérie, effectivement, est un pays souverain, qu'on peut avoir les désaccords que l'on veut, qu'on peut critiquer. D'ailleurs, en droit international, on ne parle pas du mode de régime qui existe, on parle des règles du droit. L'Algérie, pour l'instant, respecte le droit international. Ayons des débats, essayons de faire avancer. Et si on voulait construire quelque chose de solide pour nos générations futures, on tendrait la main dans le dialogue plutôt que dans l'invective. Et ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont un agenda caché qui n'est pas celui de la France et des Français. Parce que aujourd'hui, c'est comme les divorces, vous savez, aujourd'hui, on a un destin commun, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je le dis avec solennité, parce que on a des enfants en commun. Il y a des enfants en commun, il y a beaucoup de choses en commun. Donc la France et l'Algérie sont obligés de trouver un terrain d'entente justement pour ce destin commun. Et si on leur tourne le dos, eh bien, vous avez raison, ils vont le chercher. Et en plus, quand je dis un terrain d'entente, bien sûr que sur l'économie, il y a la loi du marché. Oui. Et donc, si effectivement il y a des choses plus intéressantes, eh ben, les gens ne sont pas plus idiots que les autres, ils vont travailler. Et ça, il faut l'intégrer. Il n'y a plus de chasse gardée. Le monde a changé. Aujourd'hui, avec Internet, vous le voyez que la génération de Gen Z, ils ne demandent plus la permission. Avant de demander la permission, eux, maintenant, ils veulent s'imposer dans le débat. Eh bien, le monde a changé. Il faut que ces nostalgiques de l'Algérie française, ces héritiers de l'OAS et de la France coloniale, il faut qu'ils l'entendent. Et il faut que ceux qui, aujourd'hui, sont les amis de cette vision du monde plus humain, plus solidaire. Et d'ailleurs, c'est en cela que c'est intéressant que le pape vienne, parce que les religions, elles ont en commun normalement l'humanité, de défendre des choses. Donc c'est pas, ça s'oppose pas. Il faut prendre ce qu'il y a de meilleur. Et dans ce qu'il y a de meilleur, il y a ce côté où l'humanité est quand même l'enjeu premier de toute action. Voilà, c'est des éléments qu'il faut que les gens intègrent, mais c'est des éléments, et je m'excuse d'avoir été trop long, qu'ils ont du mal à intégrer. Mais vous avez raison, il y a effectivement une partie de la France coloniale qui est déroulant, qui est en train de prendre pied dans le débat et qui entraîne une partie de la gauche française, cette gauche universaliste, internationaliste, qui est en train de basculer dans le discours et se vautrer dans la boue du Rassemblement national.
Oui, en fait, il faut peut-être se mettre dans l'idée que l'Algérie des années 60 n'est plus aujourd'hui n'est plus l'Algérie des années 60. Hein. L'Algérie est en train de se lancer dans ce monde moderne, contemporain. L'Algérie est en train aussi de se propulser dans la vie. C'est avec une jeunesse éprise de vie, éprise de liberté. Donc peut-être qu'il faut un petit peu se mettre dans la tête qu'on n'a plus affaire à la même conjoncture. Ceci d'une part. Mais j'aimerais un petit peu revenir sur un aspect très important. Alors, à la veille de la visite du pape Léon XIV en Algérie, Sabrina Sbahi, le président Macron a rendu une visite. Comment vous voyez, quelle lecture faites-vous de cette visite ? Alors, c'est difficile à dire parce que je ne connais pas le contenu exact de la visite et voilà, de ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont partagé là-dessus. Il y avait, je crois que c'était, moi j'avais entendu dire qu'effectivement il irait rendre visite au pape juste avant qu'il vienne en Algérie. Est-ce que c'est pour transmettre un message au président Tebboune? Est-ce que c'est pour plaider la cause de Christophe Glaise? Voilà, il y a plusieurs sujets peut-être qui ont été évoqués lors de ce rendez-vous. Mais je dois vous dire que j'en sais pas beaucoup plus, je pense, à part si on a eu des échos de ce qui s'est dit lors de cette rencontre. Mais je suis pas certaine jusqu'à présent. En plus, nous, oui, allez-y. Il y a une organisation qui s'appelle Sotegidio, qui est une organisation quand même qui, pour le Vatican et pour les catholiques, sert de diplomatie parallèle. Donc il faut voir effectivement quand vous êtes passé par Sotegidio, qui sont des gens qui jouent le rôle de diplomatie. D'ailleurs on a une grosse association sur le Val-de-Marne, là où je suis élu, et donc eux ils font de la diplomatie parallèle. Donc qu'est-ce qu'il a pu demander? Effectivement je pense que s'il l'a vu c'est peut-être, mais je crois avoir entendu, je laisse sous couvert de ma collègue qui était en voyage avec eux, que le paradoxe c'est que le président Macron souhaite renouer le dialogue avec l'Algérie et que d'autres d'ailleurs autour, moi je sais que quand je vois des gens, je parle avec beaucoup de gens, ils souhaitent renouer le dialogue, mais la minorité agissante qui veut empêcher ça, aujourd'hui, prend le pas. C'est ça qui est problématique. Oui. Il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils s'expriment plus fortement. J'ai l'impression que ceux qui veulent le faire sont très frileux parce qu'ils se disent il n'y a que des coups à prendre tel que le débat a été posé. Et donc aujourd'hui, et puis c'est relayé, vous l'avez bien vu, vous avez parlé des médias. En fait, est-ce qu'on peut appeler ça des médias quand même? Parce que la propagande, est-ce que c'est du média? Le média, c'est d'informer, c'est de créer le débat contradictoire. Ici, on peut avoir des débats contradictoires, on peut avoir des désaccords. La question n'est pas là. Mais au moins, nous devons éclairer notre population. Éclairer nos téléspectateurs et téléspectateurs. Oui. C'est pas ce qu'ils font. Là, ils vous vendent du prêt-à-penser. On n'est même plus dans cette école républicaine des hussards qui nous apprenaient à l'émancipation, à penser par nous-mêmes, qui aidaient à développer le truc. Aujourd'hui, nous sommes face à des médias qui viennent vous donner du prêt-à-penser. Et je m'inquiète parce que avec les outils de l'intelligence artificielle comme ChatGPT, etc., là aussi, on vend du prêt-à-penser. Et donc, et vous savez qu'un cerveau, c'est élastique et c'est un air. Et si vous ne le travaillez pas, eh ben, il s'éteint. Et j'ai l'impression qu'on essaie d'éteindre les esprits des gens et qu'on essaie d'éteindre l'esprit autocritique, l'esprit critique des personnes. Sorte de formatage. Si je peux me permettre, parce que juste, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit l'Algérie des années 60 n'est plus celle d'aujourd'hui. Oui, c'est important d'avoir en tête. Mais il faut aussi se rendre compte que la France des années 60 n'est plus celle d'aujourd'hui aussi. Hélas. Et oui, et je crois qu'il y a aussi cela, c'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui, nous on le voit bien, où il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise démocratique. On l'a vu avec les dernières législatives, avec cette majorité, une tripartition de la vie politique française qui fait qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, qui rend les choses extrêmement difficiles. Et puis, je crois qu'il y a un élément aussi dont il faut bien tenir compte, c'est que l'Algérie, finalement, malgré elle s'est invitée dans le débat de la prochaine campagne présidentielle. Et c'est tout le sujet. On est à quelques mois de la présidentielle en France. On a vu certains hommes politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui ont fait de l'Algérie un sujet de cette campagne de la présidentielle. Je vous rappelle sur la question des accords de 68, par exemple, où finalement on a l'impression que tous les Français étaient pour la suppression de cet accord. Si on pose la question aux Français, je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dans ces accords de 68. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas qu'ils sont défavorables aux étudiants algériens, qui ont moins d'avantages que d'autres étudiants par ces accords de 68. Donc on voit bien en fait comment tout cela est construit médiatiquement, politiquement, dans un agenda politique qui est franco-français en réalité. Et l'Algérie, j'ai presque envie de dire, c'est le dommage collatéral de cette élection présidentielle, mais comme l'ont été l'immigration, comme l'ont été les questions sécuritaires à chaque fois. Et donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut bien voir comment est analysée la politique internationale algérienne. Et d'ailleurs, j'avais presque envie de dire, quand on regarde nous de l'autre côté, moi ce que je peux vous dire, c'est que pour plein de binationaux, plein d'Algériens et plein de personnes qui aiment l'Algérie, eh bien la visite du pape en Algérie, c'est une fierté. Et il y a beaucoup de monde qui n'avait qu'une seule envie,
c'est d'être présent en Algérie pour cette visite du pape. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Et je crois que pour ceux qui ne le verront pas ou ceux qui ne pourront pas le suivre, ils pourront regarder la télévision française, parce que la dernière fois que Mélanie est venue en Algérie, sa visite a été suivie de bout en bout par les médias français, à croire que c'était la présidente de la France qui était en Algérie. Oui. Donc peut-être que ça sera pareil pour le pape. Badis, vous souhaitez réagir Non, moi, d'abord sur la visite? Peut-être jeter un pavé dans la mare, Sabrina. effectivement, et voir les choses en face. D'abord, je reviens sur votre question tout à l'heure. Il y a eu vent, effectivement, que certains médias français avaient plus ou moins fait fuiter que l'objet de la discussion entre Macron et le pape. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de commenter le factuel, l'existant. L'existant aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons une France polycéphale, une France effectivement officielle, mais une France aussi qui essaye tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, puisqu'il y a les amis de la France, et les amis ne trahissent pas. En revanche, cette fracture, notamment de gouvernance, et j'ai envie de vous dire, l'Algérie n'en paye pas le prix, puisque l'Algérie est grande, rayonnante, est devenue même un symbole aujourd'hui planétaire à travers cette visite. Mais, à un moment donné, posons-nous la bonne question. Cette France qui veut dialoguer, mais à la fois ne pas se fourvoyer, ne pas se soustraire des réflexes néocoloniaux, avec parfois un silence strident présidentiel qui laisse cette cour de récréation, encore une fois, prendre l'Algérie ou utiliser l'Algérie comme un combustible électoral. Cette frange de la France, qu'on peut l'appeler comme on veut, extrême droite, droite extrême, descendant de l'OAS, nostalgique, algérophobe et autres, toujours est-il, ils sont en train de nuire aux relations bilatérales. Ils sont en train de nuire à un présent et un avenir commun, comme tu le disais tout à l'heure. Ils sont en train de nuire à des perspectives de construction, puisqu'à chaque fois qu'il y a un apaisement, à chaque fois qu'il y a un semblant de positif, on requalifie ça, on le réduit à de la soumission. Et là, je reprends les mots récents d'un certain Robert Ménard, ou même de Rotaillot, ou même d'autres, Édouard Philippe, citons-les, qui pour moi, honnêtement, ils veulent exister ou survivre à travers l'Algérie ou le prisme de l'Algérie. Tout à l'heure, tu as évoqué effectivement, les Français ne connaissent pas l'Algérie. Parfois, ils la connaissent, ils la méconnaissent, mais à travers le prisme de regard de ce type de médias. Ils la regardent à travers le prisme de politiques qui qui essaient d'en tirer des rendements et des dividendes politiques et électoraux à travers l'Algérie. Ils la regardent à travers cette France qui divise d'abord les Français avant qu'elle divise Alger et Paris. Cette France qui stigmatise, cette France qui isole, cette France qui finalement nuit à la diplomatie française, nuit à la présidence française, nuit à cet avenir commun que nous devons co-construire, comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que votre présence aujourd'hui, on est la preuve que oui, nous pouvons y croire. Mais attention, posons-nous les bonnes questions, soyons pragmatiques, parce que la diplomatie, c'est du pragmatisme, c'est pas dans l'angélisme, c'est pas, on fait de l'aplaventrisme diplomatique pour plaire. Une relation bilatérale avec l'Algérie, et ça a été dit d'ailleurs par plusieurs figures autres, comme Ségolène Royal, à qui je rends hommage d'ailleurs, qui a tout de suite réagi sur Paris Match notamment, et cette pseudo-minorité qui est persécutée pour rétablir des vérités. Et c'est notre rôle, c'est votre rôle notamment de pouvoir porter haut et fort, faire rayonner la réalité. La réalité des choses, c'est ça la relation bilatérale. C'est des gens, c'est des hommes, c'est des femmes qui essayent, nuit et jour, au quotidien, d'essayer d'abord d'annihiler ou même de déconstruire ce narratif, notamment, qui voit l'Algérie toujours sous le joug du colon, mais surtout aussi cette Algérie qui finalement prend son envol. Alors tu l'avais dit, ce qui dérange aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Algérie rayonne, l'Algérie est l'espace de 3 jours, non pas au fait la capitale diplomatique de la région, elle est la capitale diplomatique de la planète. Donc posons-nous les bonnes questions. Oui, Ahmad Boujed, justement, je voulais que vous fassiez... Voilà. Vous avez dit la campagne présidentielle, etc., qui aura lieu dans quelques mois, ça passe tellement vite. Moi, je crains une chose, c'est que cette campagne, pour un certain nombre de milieux politiques français, de droite, d'extrême droite, etc., cette campagne soit axée sur l'Algérie, essentiellement. Il faut qu'on soit vigilant des deux côtés de la Méditerranée. Il y a des prémices, très fortes à faire valoir. Il y a crainte de voir le fossé entre l'Algérie et la France à cause justement des arguments de ces milieux politiques, le fossé s'aggraver entre nos deux pays. Il faut qu'on soit vigilant des deux côtés de la Méditerranée.
En tous les cas, oui, oui. Alors, on va poursuivre le débat, parce que le débat n'est pas encore terminé. Il devient de plus en plus intéressant, mais juste après cette courte pause. Voilà, le débat reprend. Pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre, vous êtes bien sûr l'émission spéciale consacrée à la visite du pape, mais également à l'Algerian bashing qui est dû à cette visite justement par les médias français. Finalement, Badis, pour un petit peu reprendre, si vous voulez, de là où on a commencé, donc l'Algérie se place en pole position, l'Algérie de plus en plus montre des signes d'avancement sur tous les points. On l'a vu par donc les mois qui se sont écoulés. On a vu aussi que l'Algérie était sollicitée. Et un petit peu la visite du pape vient un petit peu, si vous voulez, comme une sorte, pas d'épilogue, mais pour finaliser, pour compléter quelque chose qui était en marche. C'est aussi peut-être ça qui dérange quelque part. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la victoire de trop. La victoire de trop pour cette fachosphère qui voit l'Algérie toujours comme pays isolé, comme pays qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, comme un pays qui est finalement n'est pas capable d'incarner une centralité aujourd'hui, encore une fois. Mais je dirais que ce n'est pas que cette étape-là, l'Algérie, et ça a été dit tout à l'heure effectivement par Sabrina, c'est qu'il y a eu ce balai diplomatique, je dirais même ce marathon diplomatique en se posant du côté des Européens, puisqu'il y a cette équation énergétique, géostratégique, y compris sécuritaire. Et là, je reviens sur la France. Laurent Nunez lui-même qui disait que nous ne pouvons pas rester sans qu'il y ait une coopération sécuritaire, notamment, en l'occurrence. Donc on voit bien qu'il y a une interdépendance, mais encore une fois, je me répète, Leïla Guertal, et je pense que c'est le cœur du sujet, c'est que nous ne pouvons pas établir des canaux de dialogue quand, en revanche, en face, on est dans une espèce d'aphonie, une espèce de dichotomie dans laquelle on ne comprend pas les actes et les paroles qui ne correspondent pas. Je m'explique, on ne peut pas établir un apaisement quelconque, malgré qu'il y a des tentatives, malgré qu'il y a des initiatives, notamment positives. Je recite encore Laurent Nunez, mais pas que lui. D'autres figures aussi de la scène politique française. Encore une fois, quand un agent consulaire est censé être libéré, à qui on prolonge sa détention d'1 an de plus, et à qui on a interdit sa première visite, pas au bout d'1 an, le 17 mars, il y a anguille sous roche. Il y a un problème. Et là, on ne parle pas de la fachosphère, on parle de quand même un ministère de la Justice. Donc on ne peut pas cannibaliser la justice et la diplomatie et la prendre en otage et puis dire après derrière se limiter à dire ou rejeter la faute à l'autre, à savoir la fachosphère. C'est trop simple. Donc je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je me répète, il faut savoir écouter les voix dissonantes qui sont des voix sages et raisonnées qui permettent d'apporter une certaine raison au débat. Encore une fois, il faut assumer ces actes. Il ne faut pas être dans une espèce encore une fois, de soumission politique dans laquelle on cherche à théâtraliser l'Algérie, à la réduire, mais surtout aussi à travers ça, à scénariser leur propre sauvetage politique. C'est ça dont il est question pour certains. Quand je prends des Rotaillot, en l'occurrence, quand je prends un Édouard Philippe, qui a inscrit l'Algérie dans la grammaire électorale et comme test d'autorité notamment pour la consommation politique intérieure, non, l'Algérie ne fait pas partie de l'équation interne politique française. L'Algérie, c'est un pays souverain, c'est un État à part entière, un État-nation, avec ses fondations, avec ses perspectives, avec sa vision, avec aussi sa diplomatie bienveillante avec les amis bienveillants et sa diplomatie réciproque avec ceux qui cherchent encore une fois de la sournoiserie. Répétons-le assez pour qu'ils l'entendent. Encore une fois, il ne faut pas voir à tout apaisement comme une faiblesse de l'Algérie. Il ne faut pas voir comme toute initiative qui va dans le sens justement de réchauffement comme une soumission quelconque. Puisque finalement, certains instrumentalisent l'Algérie et en même temps, alors que c'est eux-mêmes qui instrumentalisent la France finalement. Quand je vois une déclaration notamment de on allait venir, Pierre Vermeren, par exemple, qui évoquait cette question où l'Algérie s'ingère dans l'élection française, c'est le pompon. Enfin, à un moment donné, il faudra qu'ils nous expliquent comment ils traduisent ces experts qui deviennent procureurs. C'est très grave comme dérive. Donc, laissons la diplomatie aux diplomates, laissons la politique et les relations bilatérales
aux gens du métier pour qu'on puisse sortir de ce marasme, encore une fois. Mais, toujours est-il, en toile de fond, il faut garder quelque chose de très important, les Lagartane en tête, c'est que l'Algérie ne peut pas être le sous-fifre, notamment, ou ce punching ball, notamment pour essayer de faire cette thérapie exutoire et extérioriser cet échec politique, puisqu'encore une fois, je reviens à cet effet miroir où la France doit regarder aujourd'hui, la France officielle, la France officieuse, l'État profond, peu importe. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait aujourd'hui un vis-à-vis identifié, un vis-à-vis pragmatique, un vis-à-vis respectueux, puisque tout à l'heure, Sabrina, tu as évoqué plusieurs pays comme Mélanie, mais Mélanie, quand elle vient à Alger, elle respecte ce pays, elle respecte son histoire, elle respecte son avenir, elle respecte sa vision, elle respecte sa diplomatie, et c'est ce qui fait, encore une fois, on a une bonne entente, une très bonne entente même, avec beaucoup de pays notamment, y compris en Europe, y compris même en Europe du Nord. Peut-être c'est aussi ça, peut-être que ce regard français vers ce qu'est en train d'entretenir l'Algérie avec des pays européens qui finalement est un petit peu scruté parce qu'on se dit on aurait pu avoir ce que ces pays sont en train d'obtenir de l'Algérie, bien sûr dans un cadre de partenariat et d'échange, peut-être c'est aussi ça. Mais la question que j'allais vous poser avec Melouli, c'est que pourquoi aujourd'hui cette France à laquelle nous en sommes arrivés, parce que vous disiez que ce n'est plus la même France, aujourd'hui a du mal, si vous voulez, à incruster ces paramètres dans son conceptuel. Alors, je ne crois pas qu'elle ait du mal, contrairement à ce qu'on dit. Je pense que ceux qui sont constructifs ont du mal à s'exprimer parce que les médias cannibalisent le débat et on entend toujours les trains qui arrivent en retard et pas ceux qui sont à l'heure. Ça, c'est souvent le truc. Parce que moi, je ne vais pas citer des noms, mais je parle beaucoup avec nos diplomates. Oui. Le problème, c'est qu'en France, on a oublié de consulter nos diplomates. La diplomatie ne se fait plus avec nos diplomates, ceux qui sont chevronnés, ça se fait avec des visiteurs du soir, avec des petits avatars. Vous avez cité quelques noms, et alors que nos diplomates disent, je vous le dis ce qu'ils me disent en off, et même je ne vais pas citer les noms, quel gâchis. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est quel gâchis. Quel gâchis. Et puis, vous avez parlé de la justice aussi. Moi, je ne commande pas, je pense que la justice doit passer pour tout le monde, elle doit être la même. Par contre, elle ne peut pas se servir d'instrument pour faire levier ou pour faire pression sur telle ou telle chose. Et des deux côtés, je leur dis, très apaisant, je dis, parce qu'effectivement, il y a en France des gens, mais il y a aussi ici peut-être des gens aussi qui alimentent aussi et qui viennent alimenter cette machine. Parce que pour que ça s'alimente, il faut quand même être deux. Mais je sais que la plupart des gens sont sur cette logique qu'on est en train de défendre. Et vous avez raison, aujourd'hui la France elle est en train de changer. Vous avez vu le fait, l'élection de ces maires français, mais qui auraient des origines de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez vu le tollé que ça a fait. Vous avez vu qu'on a même créé des fake news pour Bali Bakayoko en disant qu'il avait dit la ville des Noirs, alors qu'il a dit la ville des rois morts et du peuple vivant. Il parle de peuple. Aujourd'hui, on ne va pas rester toujours sur les rois, c'est bien, mais il y a un peuple derrière qui a besoin de bouger. Eh bien, il a eu des trucs. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, les Français sont capables d'élire des gens, de voir des qualités. Le problème, c'est comment on transforme l'essai, comment on peut accompagner. Et moi, je le dis, en fait, quand on veut avancer avec quelqu'un, moi, je peux émettre des avis. L'Algérie a des progrès à faire dans plein de domaines. Au lieu d'être dans la critique et dans l'invective et dans ceci, au lieu de tendons-lui la main, comme le fait Benoît et d'autres, dans le respect mutuel, comment on peut s'entraider? Parce qu'il y a quand même une finalité à ça. L'Algérie, elle a besoin de créer un pays qui se développe, sûr, agréable, etc. Je pense que tout le monde le comprend là-dessus. Pour ses enfants, pour l'avenir. La France a les mêmes besoins. En fait, on a les mêmes enfants. Donc comment on peut ensemble travailler? C'est ça le vrai débat. En fait, aujourd'hui, on est en train, à chaque fois, de commenter des polémiques, etc. Et je peux le comprendre. Mais en fait, ça alimente. Et en réalité, on ne voit plus qu'eux. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, il a changé son fusil d'épaule. Oui. Il a dit il faut normaliser les relations avec l'Algérie. Parce qu'il sent qu'il va à la présidentielle et qu'il y a un électorat aussi quand même. Il y a aussi la vérité des prix qui les rattrape. Donc, moi, je crois que nous devons continuer. Badi, c'est pas facile. Il y a des amis ici, et je sais qu'en Algérie, il y a des gens, des amis de la France, et je le sais tous les jours, et qui ont envie de travailler, mais ils veulent une France, celle d'aujourd'hui, cette France, la patrie des droits de l'homme, pas la France coloniale, pas la France de Vichy, pas la France esclavagiste. D'ailleurs, moi j'ai été très déçu et j'attends au mois de mai l'anniversaire sur l'esclavage pour justement poser une question là-dessus. Parce que comment la France s'abstient alors qu'elle défend, elle a fait une journée de commémoration nationale, etc. Comment elle s'abstient quand on vote l'esclavage comme crime contre l'humanité?
C'est impensable, c'est incohérent. Donc à un moment donné, il faut de la cohérence. On peut avoir des accords, mais je dis il faut de la cohérence. Et quand on est sur les droits de l'homme et sur l'humanité, on ne peut jamais être à géométrie variable. Ça n'existe pas. Tout à fait, Aklim El-Louli. Omar Belouchet, je me tourne vers vous parce que je voudrais quand même qu'on aborde ce chapitre, cette question et, si vous voulez, cet aspect des choses. Alors, bien sûr, lorsque des titres ont été faits concernant cette visite du pape Léon XIV en Algérie, on disait que cette visite était là ou venait pour légitimer, je reprends donc ce qui a été utilisé, le régime algérien. Donc, comment vous voulez qu'on aille vers des apaisements avec des connotations ou des appellations des autorités algériennes en tant que telles, c'est-à-dire régime, quand on est qualifié de régime algérien. Donc on voit qu'il n'y a pas réellement de volonté, en tous les cas, qu'il y ait un apaisement, parce qu'il y a des partis qui travaillent pour ça, mais que cette extrême droite est toujours là pour essayer de contrecarrer et de casser tout élan allant dans ce sens. Alors, c'est vrai qu'on parle de régime algérien, et d'ailleurs, c'est une connotation qu'on donne chaque fois à un régime qui n'obéit pas, si vous voulez, au modèle que peut-être la France voudrait, ou que l'Occident, de manière générale, voudrait, alors qu'on fait passer des lois, ou qu'on discute sur des lois comme la loi Yadan, qui est très, très polémique et qui fait controverse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, finalement, Omar Belouchet ? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a du mépris à l'égard du pape. Le pape est un chef d'État. Il a le droit de visiter... De décider de l'endroit où devrait y aller. Absolument. Tous les pays du monde qui souhaitent l'accueillir. Et cette façon de présenter les choses, c'est-à-dire régime algérien, etc., on a l'impression qu'on cherche à dicter au pape ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec le régime algérien, on peut ne pas être d'accord avec l'État algérien, la politique algérienne, mais on dicte au pape sa ligne de conduite. N'allez pas en Algérie parce que, soi-disant, on voudrait formater aussi le pape. Il y a un régime, il y a une politique, etc., etc. C'est à l'égard du pape un mépris total. Oui. C'est très réducteur vis-à-vis de la personne du pape. Mais je voulais quand même vous poser cette question par rapport à la loi Yadan, parce que là, on est vraiment dans le radicalisme, on est vraiment dans la restriction. Et lorsque, par exemple, on ne peut plus se permettre de dire Free Palestine ou de dire qu'il y a une population qui est en train de se faire tuer ou risque de se faire taxer d'antisémite, là, ça devient vraiment critique, Omar Belouchet. Écoutez... On suit un peu ce qui se passe en France, on écoute les hommes politiques, on lit un peu ce que les journalistes écrivent. Ces dernières années, ces derniers mois, avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, il y avait une volonté d'un certain nombre de milieux politiques, médiatiques, etc., d'offrir un seul récit. C'est-à-dire que une seule vision des choses. Israël doit se défendre. On cherche à légitimer un peu ce qui a été fait par les Israéliens à l'égard du peuple palestinien. Donc il y a une volonté d'enfermer un peu le débat dans cette optique. Oui, alors Sabrina Sbahi, ça limite la liberté d'expression, ça limite la liberté tout court. Et puis, lorsqu'on incruste ce genre de loi, par exemple, dans le débat politique ou même dans le débat de la société, finalement, on est en train, non pas de restreindre, mais on est carrément en train d'étouffer donc, et de semer la crainte quelque part, parce qu'on aura finalement peur dans l'avenir de dire les choses telles qu'elles sont. Alors d'un côté, on dit qu'il s'agit d'un régime algérien, autoritaire, parce que c'est un peu ça quand on parle de régime, et de l'autre côté, on est en train d'instaurer des lois qui sont dignes plus que d'un régime autoritaire. Oui, alors... Le texte passera jeudi à l'Assemblée nationale. Donc, il y a récolté quand même pas mal de signatures. Je serai présente pour voter contre, comme l'ensemble de mon groupe politique d'ailleurs, pour des raisons qui sont assez évidentes, justement pour ne pas limiter la liberté d'expression et la liberté d'opinion en France, puisque c'est un droit et ça serait bien que ça le reste, effectivement. Après, moi, ce que je retiens quand même, et c'est important de le dire, parce qu'Akli tout à l'heure disait oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, avec notamment l'élection des nouveaux maires, c'est que vous avez plus de 600 000 Français qui ont signé une pétition
contre la loi Yadan. Tout à fait. Et je crois que c'est aussi important de l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il y a une résistance aussi par rapport à ces lois qui vont être débattues cette semaine pour dire justement que la France, ce n'est pas cela. Et la France, d'ailleurs, ce n'est pas cela, puisque quand on voit ce qui se passe depuis des mois, vous savez, moi, j'avais porté une première résolution qui n'a pas été votée à 4 voix pour demander la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Je redépose la résolution, donc elle sera bientôt débattue à l'Assemblée nationale en commission des affaires européennes, parce que je crois qu'en fait, on ne doit pas abandonner le combat, surtout quand on voit qu'Israël vient encore d'autoriser je ne sais plus combien d'installations de nouvelles colonies en Cisjordanie. Donc, en fait, on ne va pas céder. C'est-à-dire que malgré les textes qui sont votés, vous savez, les militants, ils continuent à militer, les gens continuent à manifester, les gens continuent à s'exprimer, les gens signent des pétitions, et nous, on continue notre travail de parlementaire en déposant des résolutions, parce que, comme ça a été dit, nous, notre seule boussole, c'est la question du droit international. Peu importe l'origine, la couleur de peau, la religion des personnes qui sont face à nous, à partir du moment où ils sont dans cette situation-là, que ce soit au Soudan, au Rwanda, ou au Congo, ou en Palestine, ou au Liban aujourd'hui. Parce on pourrait parler du Liban. Il y a des chances que cette loi ne passe pas ? On ne va pas poser la question. Eh bien, j'espère qu'elle ne passera pas. Il y aura une motion de rejet préalable avant le débat du texte. Donc j'espère que cette motion de rejet préalable sera votée pour faire en sorte que ce texte ne soit pas débattu, parce que je crois qu'au contraire, également, si on veut lutter contre l'antisémitisme, et c'est important de le faire, mais comme de lutter contre toutes les formes de racisme et de xénophobie, parce que c'est ça aussi, la montée du populisme d'extrême droite à travers l'Europe et à travers le monde, c'est aussi ça. Et vous avez évoqué la question, des maires qui sont arrivés. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, quand on a vu ces nouveaux maires et ces nouveaux visages arriver, il y a une partie des médias qui ont été choqués, qui n'ont pas supporté de voir finalement que c'est ça la France aujourd'hui. C'est aussi ça la France. Ouais. Et en même temps, ils ont été élus au suffrage universel. Et vous savez, on a évoqué tout le racisme qu'on a vu se déverser, mais moi, j'ai pas peur de dire que pendant des mois, il y a eu de l'algérophobie en France. Ça a été continu. On a parlé de l'Algérie matin, midi et soir. Et quand on évoque la question de ces relations bilatérales, Akli disait à juste titre tout à l'heure, mais on est condamnés à réussir ensemble. Vous savez, vous avez des millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie des deux côtés de la Méditerranée. Quand vous avez de l'algérophobie matin, midi et soir, moi, je n'ai jamais été autant attaquée dans mon mandat de parlementaire que quand j'ai parlé de l'Algérie. Le jour où j'ai annoncé être vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, j'ai eu plus de 1000 insultes en moins de 24 heures. Ça m'est jamais arrivé. Donc, à chaque fois, en fait, il y a une hystérisation autour du débat de l'Algérie. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est aussi intimidant, hein ? C'est intimidant et en même temps... moi, quand je suis arrivée en 2022, le premier courrier que je reçois, c'était une lettre de menace de mort parce que j'avais pris la parole sur l'Algérie. Donc, je sais en fait qu'à chaque fois que je prendrai la parole sur l'Algérie, il y aura des répercussions. Donc, mais une fois qu'on a compris ça, est-ce que ça doit nous empêcher de continuer le combat ? Moi, je ne le crois pas. Oui. Je continue à déposer des textes. J'ai déposé un texte sur la restitution du Baba Marzouk, par exemple, le canon, pour qu'il soit restitué. J'ai déposé une proposition de loi pour la restitution des effets de l'Amir Abdelkader. J'avais fait voter la résolution de reconnaissance sur le 17 octobre 1961. Le combat, il va continuer parce que pour moi, la question mémorielle, ce n'est pas un petit sujet. Moi, je pense qu'au contraire, la Gen Z, aujourd'hui, elle a besoin de connaître son histoire et son passé pour pouvoir construire son avenir. C'est déjà en cours, je crois. Oui, et donc je crois qu'on a besoin d'avoir cette histoire qui soit écrite, qu'elle soit enseignée, et donc pour ça pour permettre d'avancer. Donc moi, je n'arrêterai pas ce combat. Je pense qu'on est plusieurs à le porter et on va continuer de le faire. Et voilà, et on sait à quoi on s'attend. Et je crois que autant il y a 600 000 Français, plus de 600 000 qui ont eu le courage de signer cette pétition, eh bien je crois qu'aussi on le doit aussi à ces gens-là. Et c'est pour ça que jeudi, je serai dans l'Assemblée pour voter contre les cas. Et j'espère que cette loi ne passera pas. J'aimerais apporter un commentaire justement au débat, peut-être un commentaire question à vous deux. Moi, ce qui me semble aujourd'hui pertinent et puis surtout frappant, c'est que l'État français semble gouverner dans des arènes concurrentes. Je m'explique. Que la loi Yadan soit proposée, ça peut se comprendre, c'est de bonne guerre. Yadan, c'est le Maher Habib en féminin. C'est la personne qui confond le Knesset avec le Parlement français. Donc ça peut se comprendre. Mais là où je ne comprends pas, et j'aimerais bien avoir des clés de compréhension, même si j'ai ma petite idée, c'est que Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale populaire française, évoquait qu'elle n'a jamais vécu ça depuis 4 ans à la tête de cette Assemblée. C'est quoi ? C'est que le gouvernement s'empresse lui-même à essayer de forcer le passage de cette loi. Et c'est là où je ne comprends pas ce suivisme, cet aplaventrisme diplomatique et stratégique, alors qu'on est en train de parler de quoi ? Effectivement, ça a été dit. Mais moi, j'irai plus loin. Cette loi, c'est quoi ? C'est le musellement de la conscience, le musellement de l'humanisme.
le musellement notamment de la morale de la France, cette France, comme vous dites, grande, qui défend le berceau des droits humains, le berceau des humanistes. Et que le gouvernement aille ou essaye de faire un forcing, effectivement, là, je vous dis honnêtement, je bug. J'essaye de comprendre ce même gouvernement qui parfois est dans une stratégie un peu sibylline, pernicieuse, sournoise, y compris par rapport aux relations bilatérales. Pendant qu'un ministre de l'Intérieur évoque des avancées, un ministre des Affaires étrangères évoque l'exigence de libérer Glaise. Donc, à un moment donné, il faut, je pense, faire de l'ordre dans l'État français, dans l'exécutif. Il faut quelqu'un pour appeler à la raison. Il faut assainir, quelqu'un pour appeler à la raison. Il faut assainir la diplomatie pour qu'on comprenne à qui on parle. Non, mais là-dessus, moi, j'appelle aussi. D'ailleurs, il n'a pas tort de demander effectivement à ce que soit libéré, mais on ne peut pas être à géométrie variable. On ne peut pas le faire sans avoir aussi. Mais à qui on ne peut pas être dans une exigence. C'est ce que je dis. J'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait. On peut le faire parce que on pense que c'est juste. Mais en contrepartie, il faut aussi traiter les autres de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'écouter. Je ne suis pas moi dans le. Mais et tu as raison sur la loi Yadan. En fait. C'est une loi qui a été écrite, à mon avis, à la Knesset. Et il ne faut quand même pas oublier, je le dis parce qu'on a l'impression que la critique d'Israël, on a l'impression, excusez-moi, mais ils viennent de prendre, c'est les mêmes qui vont dénoncer, qui vont s'indigner parce qu'ils ont mis en place la peine de mort contre les Palestiniens, parce qu'en fait c'est déjà effectif. Hein. Là ils l'ont juste voté, c'est déjà effectif, les viols, les agressions dans les prisons, c'est déjà effectif. Et donc c'est les mêmes qui effectivement aujourd'hui, à la porte on disait qu'il y avait un apartheid, ils disaient mais non, là c'est clair quand même, si là, ils me disent mais non, il y a un problème. Donc je ne comprends pas comment on peut, effectivement... Moi, je vais défiler les noms. Je vais vous dire, moi, mon point de vue. J'espère que tous les gens qui ont signé, tous, demain, ils seront devant un tribunal international pour répondre de leur complicité de crimes contre l'humanité, de leur complicité de génocide. Parce que c'est aussi ça le droit international. Il doit passer. Parce que sinon, c'est l'impunité. Et vous savez, l'impunité, c'est la fin du droit international. Et aujourd'hui, Israël bafoue toutes les règles du droit international. C'est eux qui ne respectent aucune résolution. Et après, on s'étonne que l'ONU soit faible. Si on veut que l'ONU soit fort, il faut commencer par respecter les résolutions de l'ONU. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, moi, je le dis aisément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas de désaccord, mais au moins le droit international. Et on parlait de l'Algérie, vous avez parlé tout à l'heure de régime, et ça, tout ce qui qualifie. Mais à ma connaissance, l'Algérie n'a jamais agressé un de ses voisins, n'a jamais bombardé personne. Donc, quel que soit, vous savez que le droit international ne se préoccupe pas de la nature. On peut le regretter, on peut dire ce qu'on veut, du système en place, qu'on appelle régime, démocratie, ce que l'on veut. Mais est-ce qu'il y a une démocratie aboutie? Quand certaines démocraties vous disent je vais annexer, je prends le droit d'aller bombarder en Iran, sans le truc, et quand même les gens, parce que quoi qu'on pense des Iraniens, quoi qu'on pense du régime iranien, quoi qu'on pense de ceci ou de cela, moi je vais vous dire, quand on assassine le guide suprême, le Khomeini, même si j'ai aucune affinité pour les mots-là, quand on l'assassine, eh bien on sort du droit international. Et quand on l'a assassiné, le plus grave, c'est qu'il y avait sa famille avec et ses petits-enfants. Et ça, personne l'humanité ne peut pas être à géométrie variable. On peut aussi parler de l'école. Donc vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un siffle. Et aujourd'hui, je le dis, la critique, effectivement, des fascistes de ce régime, elle est salutaire. Et nous, demain, si l'on va prendre une loi pour dire toute critique des écologistes est un délit. Et comme nous, on est beaucoup critiqués, il y aura beaucoup de gens dans les prisons, quoi. Merci beaucoup, Aklim Elouli. Désolée si je suis en train de vous précipiter comme ça, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Et du coup, j'étais en train de me dire, lorsqu'on voit par exemple que Jean-Noël Barrot cite Golda Meir comme référence, on va se dire, Omar Beloujet, on va où là? On va où? Où va la France? On va où? C'est vrai. On va où? Mais c'est vrai. Demain, on va citer Hitler. Enfin, je rappelle qu'il a demandé la démission de Francesca Albanese sur la base d'une fake news, il y a quelques semaines de cela. Qui a persisté et signé. Et oui, donc oui. Il y a donc après, on a la loi Yadan. Après, on va appeler les autres régimes qui ne nous correspondent pas dans l'esprit et dans la nature. Chacun a le droit de fonctionner comme il veut, avec ceux qui lui ressemblent, de régimes et de pays autoritaires. Donc, mesdames et messieurs, juste pour que c'est-à-dire qu'il dit que les Arabes, c'est eux qui sont responsables de la mort de leurs enfants. C'est-à-dire que c'est plus les autres, c'est pas les autres qui sont responsables de leurs actes. C'est quand même une inversion. Quand on parle de citoyenneté, vous savez, un citoyen, c'est le citoyen, c'est pas le collectif qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Quand ces gens-là parlent de démocratie, la démocratie, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vos actes. Et donc, on dédouane les gens de leurs actes en disant, mais c'est parce qu'ils nous poussent à les tuer. Qui pousse quelqu'un à tuer ses enfants? Mais où va-t-on?
Oui. Mais encore Alors, une fois, juste pour conclure, je vais vous rapidement. donner la parole, tour de table, Badis. Non, rapidement, moi, j'aimerais justement revenir avec lucidité pour voir ce même ministre des Affaires étrangères qui évoque Golda Meir, qui exige, qui demande, qui fait un bras de fer et qui en même temps, à qui on attend un résultat plus positif. C'est impossible. Le même casting donne le même résultat. Donc à un moment donné, encore une fois, il faut déterminer, il faut identifier le vis-à-vis, mais surtout aussi avec une bonne foi et une bonne volonté à vouloir aller au-delà. Oui. Alors, Sabrina, dernier mot peut-être vis-à-vis de cette. Par rapport à tout cela, je crois visite. qu'on est sur la fin d'un système. De toute façon, l'élection a déjà commencé pour la course à la présidentielle en France. Je crois qu'il faut, en tout cas, nous, on va continuer à défendre ce qu'il y a à défendre. Et on l'a dit et répété, la question du droit international, ce qui se passe, parce qu'on parle de la Palestine, bien sûr, et c'est important, mais ce qui est en train de se passer au Liban, c'est dramatique. C'est très Avec dramatique. notamment l'utilisation d'armes qui sont interdites selon le droit international, le phosphore blanc, les bombardements Les de armes non populations civiles, conventionnelles, des oui, armes qui sont effectivement. interdites. Donc je crois aussi qu'il ne faut pas oublier nos amis libanais, mais moi, ce qu'on voit surtout, c'est cette fin de cycle. Alors, nous, on appelle de nos voeux la 6e République, parce que je crois qu'on a besoin d'aller maintenant sur cette 6e République. Peut-être que justement, cette 5e République, elle meurt, et elle meurt trop lentement. Oui. Armand Belouchette. Il y a risque de voir la France basculer durant la prochaine élection présidentielle dans l'irrationnel. Et ce serait Dommage. un malheur, un dommage absolument, ce serait un malheur pour les Français eux-mêmes et pour les relations entre nos deux pays. Voilà, donc pour conclure, l'Algérie, terre de paix, la France, terre de contradiction. Et bien sûr, le reste, on verra demain. Nous, ce qui nous intéresse, demain c'est le grand jour. On va voir l'arrivée du pape. Vous allez voir en direct Oui, tout à fait. Oui. à la télévision Badis. Donc tout le monde sera au Si vous rendez-vous, branchez Sabrina. sur CNews, vous verrez l'arrivée du pape. Ah, c'est magnifique. Donc l'Algérie va de l'avant et vive l'Algérie, bien entendu. Donc je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que était avec nous Badis Renissa, notre expert en questions internationales, mais également chroniqueur et red chef de cette émission. Omar Belouchet était également avec nous, directeur de publication du quotidien Al Watan, que je lisais beaucoup, fut un temps. Hélas, plus maintenant, je ne sais pas pour quelle Très raison. bon quotidien. Bien sûr, très très bon quotidien. Je le dis parce que je suis permetté, et un très bon journaliste. J'ai beaucoup de respect pour Abouljah. Il a toujours essayé de tenir la barre, même dans des temps difficiles. Oui, absolument. Et donc, je voulais saluer son travail. Merci beaucoup, Akli Mellouli, sénateur français. Merci également, Sabrina Sebaïk, députée française. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera bien sûr pour d'autres émissions. Et je vous recommande de suivre demain, justement, l'arrivée du pape Léon XIV en Algérie. Au revoir.